Bonjour, j'ai le plaisir de modérer cette session d'interview cardio-H Made in France avec notre collègue, Dr Romain Boulestro. Je rappelle que le cardio-H, c'est la revue de notre collège, le CNCH. Et donc, par cette série d'interviews qui sera retranscrite sur la revue cardio-H, on essaye de mettre l'accent sur les études françaises qui sont publiées dans les grands journaux internationaux. J'ai l'honneur aujourd'hui d'avoir comme invité le docteur Romain Boulestro, cardiologue au CHU de Bordeaux et Pau, qui coordonne une cohorte de patients qui souffrent de l'hypertension maligne avec une forte participation du CNCH dans ces études et dans cette cohorte. Le docteur Romain Boulestro est aussi l'auteur de la revue qui est apparue il y a quelques semaines dans le journal américain de Heart Association, JAHA, qui fait un focus sur l'hypertension maligne. Donc, bonjour Romain, comment vas-tu? Bonjour Alexandrou, ça va très bien. Merci de ta présentation et de ton accueil. Merci pour ton temps précieux, Romain. On va passer aux 5 ou 6 questions que j'ai préparées. Alors, félicitations d'abord pour cette magnifique publication. Et donc, je souhaiterais savoir, pour moi et pour tous ceux qui nous regardent, alors, qu'est-ce que c'est l'hypertension maligne? Alors oui, évidemment, c'est la première question. L'hypertension artérielle maligne, c'est une hypertension artérielle très sévère, donc grade 3, plus de 180-110, mais un peu particulière puisqu'elle va entraîner un dépassement complet des mécanismes d'autorégulation de nos organes, du cerveau, du cœur, des yeux, des reins essentiellement, qui va induire une altération très rapide de ces organes. Et là où l'hypertension artérielle va altérer le pronostic en plusieurs années, l'HTA maligne va altérer le pronostic en plusieurs semaines et sans traitement, on a un taux de décès qui est de plus de 80% à 2 ans. Donc c'est une forme qui s'appelle maligne en référence à l'époque au cancer dont on mourait très vite, parce que les gens qui présentaient cette forme mouraient très vite. Et donc tout le monde ne peut pas faire ça, il y a une prédisposition génétique qu'on est en train de creuser. Mais si on veut faire très simple, c'est donc une HTA sévère plus de 180-110 avec une atteinte d'organes cibles. L'œil a été le premier organe décrit, la rétinopathie hypertensive sévère avec l'œdème papillaire uni ou bilatéral, les saignements, les nodules cotonneux, les exsudas secs. Et on sait maintenant que quand l'œil n'est pas touché ou qu'on n'a pas accès au fond d'œil, ce qui représente 10% des cas, l'association de 3 organes atteints, le cerveau, le cœur, le rein et une microangiopathie thrombotique, montre également la maladie, probablement la même maladie, mais ça encore, il faut qu'on le prouve, avec un pronostic qui sera probablement le même. Voilà, donc HTA sévère, plus de 180-110, atteinte de l'œil. Si on n'a pas l'œil, atteinte de 3 des 4 autres organes. C'est ça Parfait, la maladie. merci. Donc, tu as fait avec tes co-auteurs qui, par ailleurs, sont les noms les plus importants dans l'hypertension mondiale. Et donc, vous avez fait un très beau tableau où vous avez souligné les différences entre les diverses recommandations en ce qui concerne l'hypertension maligne. Est-ce que tu peux faire un petit résumé de ce tableau? Quelles sont les différences actuelles de les différentes recommandations? Oui, bien sûr. Euh, le problème vient du manque d'études dans l'HTA maligne, en fait. C'était donc la forme historique qui tuait les gens euh, avant les traitements antihypertenseurs. Et en 1955, quand les premiers traitements apparaissent, cette forme diminue, diminue, diminue pour avoir une incidence maintenant qui est très faible, heureusement, vu sa gravité. Mais comme elle a quasiment disparu, non seulement les médecins ont oublié cette forme-là et elle est sous-diagnostiquée, mais les chercheurs également, et donc on a très peu d'études. Et comme on a très peu d'études, les recommandations sont des consensus d'experts, et donc on a des recommandations très différentes. Donc, pour synthétiser les différences, il y a le seuil tensionnel qui permet de valider la définition qui est très différent en fonction des recos. Vous avez peut-être, moi j'avais appris quand j'étais externe, il fallait une diastolique à plus de 130. En fait, on sait aujourd'hui que peu importe si elle est à 130, 120, 110, ça n'a pas de valeur importante et d'ailleurs, ça n'a pas d'action sur le pronostic, qu'on soit à 130 ou à 110 de diastolique. Et donc, vous trouverez dans les recommandations des seuils très variables. Nous, on a choisi 180-110
parce que c'est assez ouvert et que ça permet de manquer le moins de patients possible, mais on en manque, puisqu'il y a dans le registre AMA, dont on parlera tout à l'heure, des patients qui font une HTA maligne à 160 de systolique. Donc on en manque. Mais donc nous, on a choisi ça. D'autres ont choisi 200, 120, 220, 120. Donc sur ce seuil tensionnel, il y a une première variabilité importante en fonction des recommandations, qui est liée justement au manque de preuves scientifiques. Et ensuite, c'est sur l'atteinte des organes cibles que les choses sont très variables. Certains sont très conservateurs et se réfèrent à la revue, à la publication initiale de 1928 en parlant de la rétinopathie hypertensive sévère, œdème papillaire bilatéral. D'autres sont plus novateurs et plus progressistes avec une atteinte ophtalmo qui peut être unilatérale. On valide aussi les hémorragies, on valide aussi les exsudats secs, les nodules cotonneux. Et puis nous sommes les plus progressistes où on valide même l'HTA maligne si l'œil n'est pas atteint et s'il y a 3 des 4 autres organes qui sont atteints, puisque c'est une maladie systémique qui touche tous les micro-vaisseaux de l'organisme en entraînant de l'ischémie et des hémorragies sur tous les organes que j'ai cités. Et donc on considère que de pouvoir valider la définition comme ça permet de refléter au mieux la physiopathologie de la maladie. Donc voilà un petit peu le spectre des différences. Parfait, je te remercie, Romain. Alors, comment on fait en pratique pour ne pas rater tous ces patients? Ah bah oui, c'est ce qui est difficile parce que des patients qui présentent une hypertension artérielle extrêmement sévère à plus de 180-110, en fait, il y en a beaucoup. Et comme on le disait tout à l'heure, tout le monde ne fait pas une HTA maligne. Quand vous faites pédaler vos patients en épreuve d'effort, ils finissent tous à plus de 200 de tension et évidemment, ils ne font pas une HTA maligne à ce moment-là. Donc, la pression artérielle n'est pas le seul élément déterminant. Comment on fait pour ne pas les manquer? Il faut connaître son patient, évidemment. Et en gros, dès que l'HTA sévère, elle est persistante, donc elle dure dans le temps, quand on multiplie les mesures, elle ne baisse pas. Elle est inhabituelle, le patient a d'habitude une pression normale. Elle est symptomatique, alors qu'avant, il n'était pas symptomatique. Dès qu'on a ça, il faut se méfier. Et pour ne pas manquer ça, l'HTA maligne, il faut faire au moins une biologie, une analyse d'urine, où on va regarder la fonction rénale, la protéinurie, la kaliémie. C'est souvent des patients qui ont une kaliémie basse, 3,5 ou moins. On va aller regarder apto-LDH pour aller chercher une microangiopathie thrombotique, BNP-troponine pour l'atteinte cardiaque. Et puis, si on est complet, et il faut l'être au maximum, on va faire un fond d'œil. Juste une photo du fond d'œil suffit si vous avez un rétinographe. Et on peut faire une IRM cérébrale si vraiment on veut être absolument complet. Grâce à cette analyse des organes cibles, qui peut être très simple, biologie urine, un peu plus complexe avec le fond d'œil et encore plus complexe avec l'IRM, on manque peu de malades. Et c'est extrêmement intéressant de faire cette analyse. On sait qu'elle est faite dans à peu près 3% des cas, donc dans 97% des cas aux urgences, les patients n'ont pas d'analyse des organes cibles. Alors que si on fait un fond d'œil systématique, on tombe sur à peu près 14% d'HTA maligne, donc un chiffre énorme. Évidemment, ces chiffres-là sont un petit peu biaisés dans les études, puisque c'est des études de faible qualité, mais pour répondre à ta question, pour ne pas manquer une HTA maligne, vous avez une HTA sévère, inhabituelle, persistante, symptomatique. Vous faites une biologie, vous faites une analyse d'urine, vous demandez un fond d'œil aux urgences le lendemain, mais en tout cas un fond d'œil assez rapidement. Et si vous avez un doute, vous poussez à l'IRM cérébral. Si vous faites ça et ce bilan est normal, vous ne manquerez pas d'HTA maligne. Magnifique, c'est très clair. Alors, est-ce que tu peux nous dire quelques mots sur le traitement et surtout, tu as mentionné l'hypertension artérielle à l'effort, ce qui est un sujet assez intéressant. À partir de quel seuil il fallait qu'on débute un traitement, soit qu'on renforce le traitement? Donc, quel est le seuil de la tension lors de l'épreuve d'effort qui nous dit qu'il y a un problème? Alors, je te remercie pour ces deux questions. Je vais commencer par l'attention à l'effort, puisque c'est la question la plus difficile. On n'a pas de cut-off de tension à l'effort qui fait modifier le traitement aujourd'hui. Parce qu'on sait que si la tension monte très fort à l'effort, qu'on a une variabilité tensionnelle importante, c'est un facteur pronostic supplémentaire par rapport à la pression artérielle moyenne. Et les patients qui vont monter très haut vont avoir un pronostic qui sera moins bon, parce que ça dénote d'anomalies dans les systèmes de régulation que n'a pas celui qui ne monte pas autant. Pour autant, aujourd'hui, nos critères de traitement sont sur la pression artérielle moyenne, tout bêtement parce qu'on n'a pas de traitement spécifique qui empêche la tension de monter. On a juste des traitements qui la font baisser et qui font baisser toute la tension. Et donc, si votre patient il a 120 de moyenne en MAPA, qui monte à 24 à l'effort, si vous renforcez le traitement, il va être à 110 ou à 100 en MAPA. Et ce n'est pas forcément ce qu'on souhaite, puisqu'il va être symptomatique, ça va être plus dur, etc. Donc, pour la première question, il n'y a aujourd'hui pas de seuil sur l'hypertension artérielle d'effort pour renforcer le traitement. Et donc, ce qu'il faut à ce moment-là, c'est simplement refaire une MAPA, vérifier qu'au repos, déjà, on soit bien contrôlé,
que la systolique soit bien contrôlée, la diastolique soit bien contrôlée, qu'on vise une cible qui soit entre 125 et 130 sur 24 heures, donc une cible plutôt un peu basse. Si on a tout ça, renforcer les règles hygiéno-diététiques, et si tout ça est fait, il ne faut rien faire de plus. Mais prendre note qu'il est un peu plus à risque cardiovasculaire que les autres. La deuxième question qui est plus simple, pour l'HTA maligne, comment on fait pour le traitement? C'est AMA qui va répondre. Aujourd'hui, les recommandations disent qu'il faut traiter IV, baisser de 25% sur les 6 premières heures pour baisser progressivement la pression et que les organes s'habituent à cette baisse de pression. Surtout pas de baisse de pression brutale. Il est interdit de donner du Loxène 20, par exemple, parce que là, il a été très bien démontré qu'on faisait des infarctus, des AVC sur des baisses de pression brutale. Donc, une baisse progressive par voie IV et une titration des traitements Peros ensuite pour essayer de normaliser la pression en plusieurs jours. À Bordeaux, à l'HEGP, on a un protocole un peu différent. Comme le système rénine-angiotensine est très impliqué, quand il n'y a pas d'atteinte des organes cibles vitales, type une dissection aortique, type un AVC hémorragique, type un OAP, etc., on fait une titration Peros en IEC. On commence à 2,5, on double toutes les 6 heures, on surveille le ionogramme sanguin, on hydrate le patient, ça c'est important parce qu'il y a souvent une déshydratation paradoxale, donc on hydrate le patient, 1 litre par 24 heures. Et on titre les IEC jusqu'à double dose et ensuite on titre les autres traitements Peros. Donc pour répondre en résumé, là, un traitement plutôt moderne qu'on fait à l'HEGP à Bordeaux, c'est la titration Peros des IEC jusqu'à double dose, puis les autres traitements en hydratant le patient, mais ça n'est que pour les HTA malignes non compliqués. Et il faut surveiller le iono de très près, puisqu'il y a une sténose des artères rénales, la crête peut exploser. Le traitement recommandé aujourd'hui, plus standard, traitement IVSE, on baisse de 25% dans les 6 premières heures, puis on baisse plus et on titre les traitements Peros, en hydratant aussi. Parfait, c'est très clair. Est-ce que tu peux nous dire, s'il te plaît, quelles sont les perspectives et donc notamment, est-ce que peut-être tu peux nous donner un petit peu plus de détails des études qui sont en cours et surtout des études ou de l'étude que tu suis de proche? Ah oui, AMA. Alors AMA, c'est une belle étude qui a commencé dans un centre du CNCH grâce à un responsable du CNCH, Nicolas Delarche, que tu connais bien, et qui est maintenant une cohorte nationale française avec 36 centres, beaucoup de centres du CNCH, beaucoup de CHU, et qui sera probablement cette année européenne. On vient de s'équiper d'une biobanque. Enfin, c'est vraiment une belle étude dont on est très fier. Et elle va, pour moi, évidemment, je ne suis pas objectif, mais pour moi, c'est la seule étude de cette envergure qui existe dans le monde, avec autant de centres, de disciplines différentes, puisqu'on a des néphros, des neuros, des cardio, etc. Et elle va pouvoir répondre à toutes les questions, je pense. Tu nous montrais tout à l'heure, merci de montrer l'article, tu nous montrais tout à l'heure la page 3 avec justement toutes les perspectives. On a des perspectives à la fois sur les données épidémiologiques, ce que vous voyez en haut, pour bien montrer aux gens que l'HTA maligne existe encore, pour décrire le profil de ces patients, pour comprendre aujourd'hui leur parcours de soins et définir le meilleur parcours de soins. On a évidemment des perspectives en recherche clinique. On en a parlé, la définition n'est pas si claire, en tout cas pas consensuelle, le traitement non plus. Il faut qu'on avance là-dessus. Et on a surtout de la recherche fondamentale à faire. Il nous faut des biomarqueurs pour comprendre qui peut faire une HTA maligne, pour aux urgences pouvoir faire un dosage simple qui nous dira c'est une HTA simple qui peut rentrer à la maison ou c'est une HTA maligne, et puis pour trouver des nouvelles cibles thérapeutiques et des nouveaux médicaments. Voilà les perspectives en gros. Parfait, tout est clair. Merci beaucoup, Romain. Merci pour Merci à ton toi. et j'espère à bientôt. À bientôt, Alexandre.